J'ai tué ma femme sous la pluie battante de Paris, un soir d'octobre où les lumières des quais de Seine se reflétaient comme des éclats de verre brisés sur le pavé mouillé. Ce n'était pas un crime passionnel, non, mais une exécution froide, calculée, le genre qui vous ronge l'âme bien avant que le couteau ne s'enfonce. Et pourtant, en la voyant s'effondrer, gargouillant son dernier mensonge, j'ai ressenti une liberté perverse, comme si j'avais enfin arraché les chaînes qu'elle avait forgées autour de moi pendant 15 ans de mariage. 3 mots ont scellé ce destin, prime de départ. C'est ce qu'il a osé dire, ce salaud, lors de notre dernière réunion du Conseil, transformant notre divorce en une blague macabre. Mais la diapositive suivante, oh, elle l'a pulvérisé, exposant au monde entier le gouffre de sa trahison. Je m'appelle Antoine Duval, et si vous lisez ceci, c'est que vous avez déjà franchi la ligne, celle qui sépare les vivants des damnés. J'étais cadre supérieur chez Lumière Capital, une firme d'investissement nichée dans les haussmanniens du 8e arrondissement, où les deals se concluent autour de verres de Chablis et de poignées de main hypocrites. Ma femme, Élise, était l'étoile montante de la communication interne, une beauté aux cheveux châtains cascadant comme une pub pour Chanel, avec un sourire qui désarmait les actionnaires les plus revêches. Nous vivions dans un appartement haussmannien du Marais, avec vue sur les toits de zinc et les gargouilles qui semblaient nous juger depuis les cieux pluvieux. Notre vie était un tableau de Monet, impressionniste, flou au bord, mais éclatante au centre. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé lors de cette réunion du Conseil, un mardi pluvieux de septembre 2024. La salle de conférence, avec ses baies vitrées donnant sur les Champs-Élysées, bourdonnait d'une tension palpable. Les cadres, en costume sur mesure, pianotaient sur leur iPad, feignant l'intérêt pour les projections trimestrielles. J'étais assis à la droite du PDG, mon mentor et ami supposé, Laurent Moreau, un quinquagénaire au charisme de requin, avec une cravate Hermès et un ego gonflé à l'hélium. Élise, en face de moi, présentait les slides sur la restructuration familiale de l'entreprise, un euphémisme pour les licenciements massifs qui nous guettaient tous. Antoine, mon cher, dans le cadre de cette transition personnelle, a-t-il lancé d'un ton badin, en sirotant son café, je propose qu'on traite ton divorce comme une prime de départ généreuse. Après tout, Élise mérite un parachute doré pour atterrir en douceur dans les bras de son nouvel amant, qui, ironie du sort, est notre directeur financier. La salle a éclaté d'un rire forcé, ses hyènes en col blanc se délectant du spectacle de ma chute. J'ai senti le sang se figer dans mes veines, mais j'ai souri, hoché la tête, comme si c'était une anecdote de bureau anodine. Élise, les joues rosies, a évité mon regard, ses doigts tremblant légèrement sur la télécommande. Puis, la diapositive suivante. Elle l'a projetée par erreur, ou était-ce calculé? Et là, sur l'écran géant, s'est affiché non pas le graphique des économies, mais une photo volée, moi, Antoine Duval, signant un chèque falsifié pour détourner des fonds de la firme vers un compte offshore. Pire, en surimpression, une capture d'écran de mai entre Élise et Laurent, détaillant comment ils m'avaient piégé, comment ils avaient fabriqué ces preuves pour me faire porter le chapeau. « Antoine, tu es le bouc émissaire parfait », écrivait Laurent. « Ton ambition t'a rendu prévisible. » La salle s'est figée. Les rires se sont mués en murmures horrifiés. Laurent a blêmi, son café renversé sur la table comme une tache de sang. J'ai quitté la pièce sans un mot, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Dehors, la pluie martelait les boulevards, et j'ai marché, trempé jusqu'aux os, vers notre appartement. Élise m'y attendait, un verre de vin à la main, feignant l'innocence. C'était une blague, chérie. Laurent adore ces petites provocations. Mais ses yeux trahissaient la peur, cette lueur de serpent qui se love avant de frapper. J'ai sorti le dossier que j'avais compilé en secret ces derniers mois. Les preuves de leurs adultères, de leur magouille fiscale, de la façon dont ils avaient ruiné des familles entières pour gonfler les bonus. « Tu m'as fait gober ton poison pendant des années », lui ai-je dit, la voix calme comme un scalpel. Mais ce soir, c'est moi qui verse le vin. Elle a ri, nerveuse, en versant du Bordeaux dans nos verres. « Tu ne feras rien, Antoine. Tu es trop faible. Trop français, tout en apparence, rien en tripe. » C'est là que j'ai su. La trahison n'était pas seulement charnelle. Elle était viscérale, un cancer qu'elle avait inoculé en moi dès notre lune de miel à Saint-Tropez. Elle m'avait convaincu de falsifier ces documents, soi-disant pour protéger notre avenir, et j'avais plongé, aveugle, pour elle. Gan Titaï, non, porter le chapeau pour eux. Laurent et elle, amants depuis 2 ans, avaient ourdi ce plan pour m'évincer, me laissant pourrir en prison pendant qu'ils s'enfuyaient avec les millions. La nuit est tombée comme un linceul. J'ai attendu qu'elle s'endorme, son corps menu lové sous les draps de soie. Dehors, la Seine grondait, et les sirènes lointaines hurlaient comme des âmes damnées. J'ai pris le couteau de cuisine, celui avec lequel elle tranchait les artichauts avec une précision chirurgicale. Un coup, net,
dans le silence. Son cri étouffé s'est noyé dans l'oreiller. Puis un autre, pour Laurent, imaginez-je, qui ronflait probablement dans son hôtel particulier de Neuilly. Quand j'ai ouvert la fenêtre, la pluie a effacé les traces, lavant le sang dans les gouttières de Paris. Mais ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon à travers les catacombes de l'âme. Le lendemain, les journaux titraient « Meurtre mystérieux dans le Marais, l'épouse d'un cadre volatilisé ». J'ai souri à mon reflet dans le miroir, un homme neuf, forgé dans le feu de la trahison. Laurent, lui, paniquait. Ses appels incessants sur mon portable. « Antoine, c'est un malentendu. Reviens, on peut arranger ça. » Arrange ça avec qui? Avec les flics qui fouillaient déjà son bureau? Avec les actionnaires qui exigeaient sa tête après la fuite de cette diapositive sur les réseaux internes? J'ai fui vers les bas-fonds de Montmartre, louant une chambre sous un faux nom dans un hôtel miteux où les prostituées et les artistes maudits se côtoient comme des fantômes. Là, dans l'ombre des moulins, j'ai ourdi mon plan. Élise n'était que la première pièce. Laurent était le roi à abattre. Mais il était rusé, ce bâtard. Il avait déjà alerté les autorités, me dépeignant comme un mari jaloux, un fou furieux. Les portraits robots circulaient, mais très anguleux, mes yeux hantés. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en traquenard. Pourtant, une étincelle de doute me rongeait. Était-ce vraiment elle, la coupable? Ou avais-je, dans ma fureur, inventé des monstres pour justifier l'abîme en moi? Non. Les mets étaient là, gravés dans ma mémoire comme des stigmates. Et ce soir-là, en fouillant ses affaires, j'avais trouvé la lettre. Une confession manuscrite, adressée à notre fille imaginaire, nous n'en avions pas, mais elle en rêvait. Si un jour il découvre, dis-lui que je l'aimais, à ma façon. À sa façon. Quelle lâcheté! Les jours suivants, j'ai navigué dans les méandres de la capitale, évitant les caméras de surveillance comme un rat dans le métro. J'ai contacté un ancien collègue, un hacker breton nommé Pierre, qui me devait une faveur après que j'eusse couvert ses arnaques mineures. « Efface-moi des radars, mon vieux », lui ai-je glissé au téléphone, depuis une cabine publique près de la place de la Concorde. Il a ri, ce rire rauque de fumeur. « Pour toi, Antoine, je ferai sauter la tour Eiffel. » Mais qu'est-ce que tu as foutu? La prime de départ, Pierre. Ils m'ont baisé, et maintenant, je rends la monnaie. Il m'a promis un nouveau passeport, un appart à Belleville, et des infos sur Laurent. Ce dernier se terrait dans sa villa de la Côte d'Azur, feignant un burn-out pour les médias. Mais j'avais une carte dans ma manche, la diapositive. Je l'avais sauvegardée sur un drive anonyme, et un clic suffirait pour la diffuser au monde entier. Pas encore. La vengeance doit mijoter, comme un coq au vin. Bientôt, les ombres se sont refermées. Un soir, en rentrant à Belleville, j'ai senti une présence. Une silhouette encapuchonnée m'a plaqué contre le mur, un couteau, ironie, sous la gorge. Moreau envoie ses amitiés, a sifflé l'homme, accent marseillais. J'ai riposté d'un coup de genou, le désarmant, et je me suis enfui dans les ruelles labyrinthiques. Blessé, le sang coulant sur mon col, j'ai compris, la chasse était ouverte. Paris, avec ses avenues majestueuses et ses souterrains putrides, devenait le théâtre de notre duel. Les nuits à Belleville étaient un tourbillon de néons criards et d'odeurs d'épices orientales, un exil forcé au cœur de l'exil. Je me cachais sous le nom de Marc Lefebvre, un pseudonyme banal comme un pain au chocolat, et je survivais grâce à des petits boulots au noir. Livraison pour des traiteurs kabyles, traduction freelance pour des immigrés en quête de papier. Mais mon esprit bouillonnait, hanté par le fantôme d'Élise. Son corps, jeté dans la Seine comme un sac poubelle, flottait dans mes rêves, ses yeux accusateurs me fixant depuis les profondeurs troubles. Avais-je vraiment vengé notre amour trahi, ou simplement ajouté une couche de ténèbres à l'abîme? Laurent, ce serpent, multipliait les coups bas. Les journaux, du Figaro à Libération, titraient sur l'affaire Duval. Un mari en fuite, accusé de meurtre et de fraude. Il avait orchestré la narrative parfaite, se posant en victime éplorée lors d'interviews télévisées. Antoine était comme un frère, minaudait-il, les yeux humides, dans un studio baigné de lumière douce. Sa jalousie l'a consumé. Les internautes, ces juges autoproclamés, le lapidaient déjà sur Twitter, pardon, X, avec des hashtags comme Justice pour Élise. Mais moi, je savais la vérité. Il avait couché avec elle sur mon bureau même, pendant que je négociais un deal à Lyon. Les preuves? Des photos granuleuses, volées via Pierre, montrant leurs ébats dans la salle de pause, au milieu des tasses de café froid. Un matin, alors que je sirotais un expresso amer dans un bistrot de la rue de la Fontaine-au-Roi, mon téléphone jetable a vibré. C'était Pierre. Ton salaud descend à Cannes ce soir. Réunion secrète avec des investisseurs qataris. Tu veux les détails? Mon poussait emballé. Cannes,
la ville des paillettes et des requins, où Laurent avait ses racines. Fils d'un promoteur immobilier véreux, il y avait appris l'art de la double face. « Envoie tout », ai-je répondu, la voix rauque. Le plan se dessinait, infiltrer la Croisette, frapper au cœur de son empire. Mais d'abord, une diversion. J'ai hacké, via Pierre, le système de Lumière Capital, fuyant des documents falsifiés qui impliquaient Laurent dans un scandale de blanchiment. Pas assez pour le couler, juste pour le distraire. Les actions ont chuté de 15% en 1 heure, et les flics, ces limiers de la PJ, ont débarqué au siège. Pendant ce temps, je prenais le TGV pour le sud, billet anonyme en poche, le cœur serré comme un accordéon mélancolique. À Cannes, l'air salin me fouettait le visage, un contraste brutal avec l'humidité parisienne. J'ai loué une chambre d'hôte près du Vieux-Port, chez une veuve provençale nommée Madame Rossi, qui me regardait d'un œil suspicieux mais cuisinait un aïoli divin. Déguisé en serveur, uniforme chapardé dans une laverie, je me suis glissé dans la soirée privée de Laurent, au Martinez. La salle bruissait de robes de soirée et de cigares cubains, les femmes riant aux éclats sous les lustres en cristal. Lui, au centre, en smoking impeccable, toquait des flûtes de champagne avec des princes du Golfe. Je l'ai approché, plateau en main, feignant l'empressement. « Monsieur Moreau, un verre pour vous. » Nos regards se sont croisés, et j'ai vu la reconnaissance fuser comme une étincelle. « Antoine, bordel, qu'est-ce que… » J'ai souri, versant le champagne avec une lenteur délibérée. Prime de départ, Laurent. Tu te souviens? Il a pâli, jetant des coups d'œil paniqués vers les gardes. Mais avant qu'il ne crie, j'ai glissé dans sa poche une clé USB. La diapositive, enrichie de vidéos compromettantes. Lui et Élise, riant de mon crédulité, planifiant ma chute. « Diffuse ça, et tu crèves seul, » lui ai-je murmuré. « Ou bats-toi comme un homme. » Il a ri, ce rire forcé qui masquait sa peur. « Tu es pathétique, Duval. Élise t'a quitté parce que tu étais un raté. Moi, je lui ai donné ce que tu ne pouvais pas, du pouvoir. » Ces mots m'ont transpercé, ravivant la plaie. Était-ce vrai? Avions-nous été heureux, ou notre mariage n'était-il qu'une façade bourgeoise, un contrat social parisien? La nuit, dans ma chambre, j'ai craqué. J'ai ouvert une bouteille de pastis volée, et les souvenirs ont afflué. Notre premier baiser sous la tour Eiffel, illuminé comme un rêve, les dîners aux petits zincs, où elle chuchotait des promesses éternelles. Mais sous cela, les fissures, ses absences professionnelles, mes promotions sabotées par ses ragots subtils. Elle m'avait utilisé comme un pion, gagne-titaille pour ses ambitions. Et Laurent, il l'avait manipulé à son tour, promettant le mariage une fois moi hors jeu. J'avais intercepté un mail, éliminons-le ensemble, ma chérie. Puis ce sera toi et moi, au sommet. Le lendemain, la rumeur s'est répandue, un leak anonyme sur les forums financiers. La diapositive circulait, et Laurent était grillé. Il a fui vers Monaco, mais pas avant d'alerter Interpol. Les flics, menés par un inspecteur bourru nommé Leclerc, un pur produit de la banlieue, avec un accent marseillais et un sens de la justice tordue, ont lancé un mandat international. Moi, j'ai plongé plus profond, traversant la frontière vers l'Italie en stop, hitchant avec des routiers italiens qui chantaient des airs de Verdi. À Gênes, dans un café portuaire, Pierre m'a contacté. Il a un complice. Ton beau-frère, Julien. Il savait tout et a touché 1% du détournement. Julien, le frère d'Élise, avocat véreux à Lille. Une nouvelle couche de trahison. La famille entière m'avait poignardé dans le dos. J'ai réservé un billet pour le Nord, le sang bouillonnant. La vengeance s'élargissait, un feu de forêt dans les veines. Mais au milieu de cette tempête, une lettre anonyme m'a trouvé. « Arrête, Antoine. » Elle t'aimait vraiment. C'était moi, le poison. Signé, elle, non, pas Laurent. Une femme, un twist dans les ténèbres. Qui diable jouait avec moi maintenant? Les routes de France, ces artères sinueuses, me portaient vers l'île sous un ciel de plomb. Julien m'attendait, inconscient du piège. J'ai visualisé la scène. Son bureau cossu, rempli de dossiers corrompus. Son sourire suffisant quand je frapperai à la porte. « Frère », dirait-il. Et moi, prime de départ pour les traîtres. Pourtant, en approchant la métropole grise, un doute me rongeait. Et si la vraie victime était moi, piégé dans un cycle de haine auto-infligée? Paris, Cannes, Lille, une odyssée française de la douleur. Mais non. La lame appelait, et le sang répondrait. Lille, sous un crachin incessant qui transformait les pavés en miroirs brisés, était une ville de briques rouges et de secrets enfouis, comme un roman de Simenon revisité par le polar contemporain. J'y suis arrivé par un train de nuit, encapuchonné dans un manteau trop grand acheté à un fripier de Bruxelles.
Julien habitait un hôtel particulier du Vieux-Lille, rénové avec l'argent sale des affaires familiales. Ces petits arrangements entre avocats et promoteurs qui font la France profonde. Je l'ai observé pendant 2 jours, tapi dans l'ombre d'un estaminet, sirotant des bières pression en écoutant les ragots des locaux. Il sortait tous les soirs, escorté d'une jeune assistante aux lèvres pulpeuses, riant fort pour masquer sa nervosité. Les flics le serraient déjà, après le leak, mais il jouait l'innocent, jurant sur la tête de sa sœur défunte que j'étais le monstre. La nuit de l'assaut, la lune se cachait derrière des nuages lourds, et le beffroi sonnait minuit comme un glas. J'ai escaladé le mur du jardin, évitant les caméras grâce à un brouilleur bon marché de pierre. La porte de service a cédé sous un rossignol improvisé. Un talent appris dans ma jeunesse turbulente à Nanterre, quand je cambriolais des voitures pour payer mes études. À l'intérieur, l'air embaumait le cognac et le tabac froid. Julien était seul, affalé dans son fauteuil Voltaire, un verre à la main, fixant un portrait d'Élise accroché au mur. « Elle te manque, hein » ai-je lancé depuis l'ombre, la voix déformée par un foulard. Il a sursauté, renversant son verre. « Qui ? Antoine ? Mon Dieu, c'est toi. » Ses yeux porcins hérités de la mère, brillaient de terreur et de calcul. Il s'est levé lentement, main en avant, comme un prêtre face au diable. « Écoute, c'était pas personnel. Élise m'a supplié de l'aider. Laurent offrait des millions. On allait te sortir de là, après. » Mensonge. J'ai sorti l'enregistreur, jouant le mail qu'il avait envoyé à Laurent, Duval mort à la Meçon. On le jette au loup, et on partage le gâteau. Il a blêmi, s'effondrant sur le tapis persan. Pitié, Antoine. Pense à la famille. Maman est mourante. Si je tombe, elle. La famille. Cette hydre qui m'avait dévoré. J'ai sorti le couteau, toujours celui d'Élise, taché irrémédiablement, et je l'ai approché de sa gorge. Dis-moi tout. Le secret qu'Élise chonnait. Pourquoi m'avez-vous choisi, moi ? Il a dégluti, sueur perlant. C'était pas toi. C'était l'enfant. Elle était enceinte, d'un autre. Pas de toi. Si tu allais en tôle, on pouvait l'élever en paix, sans ton ombre. L'enfant. Un twist qui m'a foudroyé. Élise, enceinte ? De Laurent, bien sûr. J'ai vu rouge, littéralement, le monde s'est teinté de sang. Un coup, et Julien s'est tu pour toujours, son gargouillis se mêlant au crachin dehors. J'ai fouillé son bureau, trouvant les échographies, les plans d'évasion vers la Suisse. Il m'avait effacé de l'équation, me laissant gagne titaille pour un empire bâti sur mon dos. Fuyant l'île par les canaux sombres, j'ai regagné Paris en covoiturage avec un routier taciturne qui fredonnait Brassens. La capitale m'accueillait comme une amante perfide, ses lumières clignotant en morse. Reviens et crève. Pierre m'avait déniché un Saphaos à la Défense, un studio anonyme avec vue sur les tours de verre qui symbolisait tout ce que j'avais perdu. Là, j'ai compilé les preuves, un dossier numérique, prêt à exploser comme une bombe à fragmentation. Mais avant, un appel anonyme à Leclerc, l'inspecteur. Moreau est le vrai coupable. Vérifiez le compte suisse sous « prime de départ ». Point. Leclerc, ce limier au nez fin, a mordu. Le lendemain, les menottes claquaient sur les poignets de Laurent lors d'une conférence de presse à Cannes. Trahison au sommet de Lumière Capitale, hurlaient les chaînes d'infos. Il niait, bien sûr, larmoyant sur l'injustice, mais les preuves, mes preuves, l'écrasaient. Les actionnaires fuyaient comme des rats, et la firme s'effondrait dans un tourbillon de scandales. J'aurais dû jubiler, mais une nausée me tordait. Et l'enfant ? Était-il vivant, élevé dans le luxe sale de Laurent ? J'ai décidé de le chercher. Via des contacts dans les cercles adoptifs, un prêtre corrompu à Lyon, payé en cash, j'ai tracé l'enfant jusqu'à une clinique privée de Genève. Un garçon, prénommé Victor, âgé de 6 mois au moment du divorce. Élise l'avait caché, feignant une grossesse nerveuse pour me berner. Laurent l'avait reconnu, et après sa mort, confié à une nourrice suisse. J'ai traversé la frontière en train, le cœur un champ de mine. À Genève, sous la pluie genevoise, sœur de celle de Paris, j'ai aperçu l'enfant pour la première fois. Des yeux comme les miens, ou ceux d'Élise. Un doute lancinant. La nourrice, une Allemande stoïque, m'a laissé entrer après un pot de vin. Victor gazouillait dans son berceau, inconscient du chaos. Je l'ai pris dans mes bras, et quelque chose s'est brisé en moi. Tendresse ? Regret ? Tu es à moi maintenant, ai-je murmuré. Mais au moment de partir, des sirènes. Leclerc avait flairé la piste. Interpol me traquait comme un loup. Une fusillade s'est ensuivie, des coups de feu dans la nuit suisse, la nourrice hurlant, l'enfant pleurant. J'ai fui avec Victor enroulé dans une couverture, traversant les Alpes en voiture volée, vers l'Italie.
Les routes sinueuses des Dolomites étaient un labyrinthe de brume et de remords. Victor, ce petit paquet de vie, me rappelait ce que j'avais perdu, l'innocence. Était-ce ma vengeance qui l'avait condamné à cette errance? Ou sauvé d'un père monstrueux comme Laurent? À Milan, j'ai contacté une avocate italienne, une féroce nommée Sofia, pour falsifier des papiers d'adoption. Pourquoi un homme comme toi veut-il un enfant? A-t-elle demandé, cigarette aux lèvres. Pour racheter mes péchés, ai-je répondu. Elle a ri. En Italie, on appelle ça la mafia des âmes. Mais Laurent n'était pas fini. De sa cellule à Fresnes, il avait lancé des sbires, des ex-collègues payés pour me traquer. Une embuscade sur l'autoroute A8, près de Nice. La voiture a dérapé, et dans le chaos, j'ai perdu Victor, enlevé, criant mon nom. Non, mon faux nom. Le désespoir m'a submergé, un océan noir. J'ai juré, je le reprendrai, et Laurent paiera de sa chair. De retour à Paris, incognito dans les catacombes. Oui, littéralement, via un accès secret à prix de pierre, j'ai ourdi le coup final. Un échange, l'enfant contre le dossier complet. Laurent, libéré sous caution grâce à ses avocats véreux, a accepté rendez-vous au Pont des Arts, là où Élise et moi avions accroché notre cadenas d'amour 15 ans plus tôt. La Seine coulait, indifférente, sous un ciel d'orage. Il est arrivé, flanqué de gorilles, Victor dans les bras d'un sbire. Rends-le-moi, et disparaît, a-t-il grogné. J'ai tendu la clé USB. Mais au dernier moment, twist, j'avais piégé le drive. Au clic, non seulement les preuves, mais une vidéo live de ses aveux, enregistrée par un mouchard dans sa cellule. Les flics, cachés, ont surgi. Fusillade, cris, chaos. Laurent s'est effondré, une balle dans la poitrine, pas la mienne, mais celle de Leclerc, qui visait la justice. J'ai attrapé Victor, courant vers les quais. Mais une douleur fulgurante, une balle m'a effleuré l'épaule. Blessé, j'ai plongé dans l'eau, l'enfant serré contre moi. La Seine m'a englouti, froide et impitoyable. Rescapé de la Seine par miracle, repêché par un pêcheur nocturne qui m'a pris pour un suicidaire, je me suis réveillé dans un hôpital de banlieue, Victor endormi à mes côtés. Les médecins, ces gardiens discrets du secret, ont fermé les yeux contre une liasse de billets. Vous avez de la chance, monsieur Lefebvre, a murmuré l'interne, un jeune maghrébin aux yeux lasses. La rivière pardonne rarement les fous. Mais la folie était mon salut. Elle m'avait arraché à la nasse de la loi. Laurent gisait à la morgue, son empire en cendres, et les journaux acclamaient la fin d'un scandale financier. Justice poétique ou vengeance accomplie. Les frontières s'effaçaient. Avec Victor, nous avons fui vers le sud-ouest, vers les vignobles de Bordeaux où mon oncle, un vigneron recluse, nous a accueillis dans sa bastide isolée. L'air y était chargé d'odeurs de terre rouge et de merlot fermenté, un baume sur mes plaies. L'enfant, à peine 1 an maintenant, babillait des mots en français approximatif, m'appelant « papa » avec une innocence qui me terrifiait. Était-il vraiment de mon sang? Un test ADN, chapardé dans une clinique de Pau, avait confirmé « non ». Fils de Laurent et Élise, un bastion de leur trahison. Pourtant, je l'élevais comme le mien, lui chantant des berceuses de Brel sous les étoiles du Médoc. Mais les ombres persistaient. Leclerc, ce chien de chasse, n'avait pas lâché la piste. Des articles dans Le Monde spéculaient sur l'homme de l'ombre derrière l'affaire, un justicier ou un psychopathe. Les forums en ligne grouillaient de théories. J'étais un héros vengeur ou un tueur en série masqué en cadre sup. Une pétition circulait même, Libéré Duval, signée par des féministes outrées par la culture du viol chez Lumière Capital. Ironie, puisque j'avais tué l'une des leurs. La société française, fracturée, se divisait. D'un côté, les libéraux parisiens hurlant au machisme toxique. De l'autre, les prolos des banlieues acclamant la révolte contre les élites. Pierre m'avertit un soir, via un signal codé sur un vieux pager. Les flics approchent. Un indique dans la famille. La famille. Encore. Ma sœur, Claire, une prof de province que je n'avais pas vue depuis des lustres, avait craqué sous la pression policière. Antoine, rends-toi, m'implorait-elle dans un message vocal intercepté. Pour l'enfant. Trahison mineure, mais cumulative. J'ai décidé de frapper une dernière fois. Exposer Claire, non par violence, mais par vérité. Un paquet anonyme à son école. Les lettres d'Élise révélant comment elle avait manipulé toute la fratrie pour couvrir ses dettes de jeu. Un vice caché que Julien avait étouffé. Le scandale a éclaté à Poitiers, sœur de l'assassin impliqué dans chantage familial. Claire s'est effondrée publiquement, jurant l'innocence, mais le doute s'est insinué. Les médias, affamés, ont déterré nos enfances. Un père absent, une mère alcoolique, des Duval forgés dans la rancune. Moi,
le grand frère protecteur devenu monstre. Ça m'a presque brisé, mais Victor S. rire, ce glouglou innocent, manquerait. Pourtant, le chaos trao se profilait. Leclerc, obsédé, a remonté la chaîne jusqu'à Bordeaux. Une descente nocturne sur la Bastide, sirènes hurlantes, chiens aboyants, faisceaux de lampes balayant les vignes. Mon oncle, fidèle jusqu'au bout, a barricadé la porte avec des tonneaux. Cours, neveu, vers les grottes. Les grottes de Madiran, un réseau souterrain creusé par des huguenots fuyant l'Inquisition, histoire française oblige. Avec Victor sur mon dos, j'ai plongé dans les boyaux de la terre, l'écho de nos pas se mêlant aux gouttes d'eau. Au cœur des ténèbres, une révélation, un graffiti ancien, la vengeance est un plat qui se mange froid, gravé par un ancêtre peut-être. J'ai ri, un rire hystérique. Était-ce mon destin, gravé dans la pierre? Dehors, les flics fouillaient, mais les grottes étaient un labyrinthe, un purgatoire minéral. J'ai émergé des heures plus tard, près d'un village basque, et j'ai volé une voiture pour l'Espagne. Victor pleurait, affamé. Je lui ai donné du lait volé dans une ferme, me sentant plus père que jamais. À Bilbao, dans un quartier ouvrier basque où l'espagnol se mêle au Oscar à rugueux, j'ai refait surface sous un nouveau nom, Javier Ruiz, pêcheur de crevettes. Une vie simple, filet jeté à l'aube, sieste sous les pins, et des histoires pour Victor sur un papa aventurier qui combattait des dragons parisiens. Mais la France me hantait, des rêves où Élise me tendait l'enfant, murmurant « prends-le, mais sache la vérité ». Quelle vérité? Un soir, ivre de tsakoli, j'ai fouillé les archives en ligne, un article obscur sur une clinique parisienne. Élise n'était pas enceinte de Laurent. L'insémination artificielle, mon sperme, volé lors d'un check-up. Victor était mien. Twist, la trahison ultime, me voler mon héritage génétique pour le lier à leur mensonge. La fureur m'a consumé. J'ai contacté Sofia, l'avocate italienne, pour un plan fou, rentrer en France, affronter Leclerc en direct. C'est du suicide, a-t-elle dit. Ou de la rédemption. J'ai choisi. De Bilbao à Hendaye, puis train pour Paris. Victor confie à une famille basque, avec une lettre, « Si je ne reviens pas, élève-le en homme libre ». À Paris, la ville des Lumières avait mué en fournaise. J'ai fixé rendez-vous à Leclerc au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Piaf, un cimetière pour les âmes perdues. Il est venu seul, arme au poing, mais curieux. Duval, ou quel que soit ton nom maintenant. Rends-toi, et plaide la légitime défense. L'opinion est avec toi. Avec moi, les manifs pro et anti-Duval bloquaient les boulevards, une France divisée comme en 68. J'ai sorti le dossier final, ADN, mais tout. Je ne suis pas un monstre, inspecteur. J'étais le pion. Il a écouté, blêmissant. Puis, le choix, m'arrêter, ou. Les sirènes approchaient. Dans un élan, il a jeté son arme. Va-t'en. Mais l'enfant reste en France. Non. J'ai riposté, un coup de feu dans l'air pour couvrir ma fuite. Cours vers la sortie, cœur battant. La fuite finale fut un kaléidoscope de trains de nuit et de routes de campagne, une odyssée à rebours de l'exil huguenot. De Paris à Marseille en autostop, puis ferry vers la Corse, île de beauté et de bandits, où les Duval avaient des cousins oubliés. Victor m'y rejoignit, exfiltré par Sofia via un réseau de passeurs italiens. À Ajaccio, dans une maison perchée sur les collines maquisées, nous avons atterri, lui, apprenant à marcher sur les terrasses en pierre, moi, cultivant des oliviers tordus comme mon âme. La mer Méditerranée, d'un bleu impitoyable, lavait les souvenirs, mais pas les cicatrices. Les mois passèrent en une brume de routine, pêche au thon, marché aux puces pour des jouets en bois, et des nuits hantées par les fantômes. Élise revenait, non en vengeance, mais en murmure, était-ce worth it, Antoine? Worth it? La firme Lumière Capital avait coulé, ses dirigeants pourrissant en tôle pour fraude. Claire s'était reconvertie en ermite, écrivant un blog sur la rédemption familiale qui divisait les psys de province. Leclerc, promu pour résolution exemplaire, mais rongé par le doute, il avait démissionné, publiant un mémoire anonyme, Le justicier de la Seine, un best-seller controversé qui peignait mon portrait en anti-héros shakespearien. La société française, toujours prompte au débat, s'était emparée de l'affaire comme d'un feuilleton. Des documentaires sur Netflix disséquaient la trahison Duval. Experts en gender studies accusant mon machisme latent. Sociologues louant la révolte contre le néolibéralisme. Les manifs Duval libre versus Justice pour Élise avaient dégénéré en émeute, de la place de la République au champ. Un film était même en préparation, avec Vincent Cassel en Laurent et Adèle Exarchopoulos en Élise, moi, anonyme, un rôle fantôme pour un acteur montant. Ça me faisait rire, ce cynisme hollywoodien appliqué au polar français.
Mais le twist final, celui qui cause les débats enflammés autour des dîners bourgeois, survint un automne corse, quand Victor, âgé de 2 ans, trouva une boîte cachée dans les combles. Dedans, les lettres d'Élise, non pas à sa fille imaginaire, mais à moi. Antoine, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Laurent me tenait par les dettes, par la drogue. Oui, j'étais accro, un secret que je t'ai caché pour te protéger. L'enfant était nôtre, mais il voulait le voler pour me briser. Tue-moi si tu dois, mais sauve-le. Était-ce vrai? Ou un ultime mensonge, posthume, pour apaiser mon tourment? J'ai confronté les faits, autopsie falsifiée par Laurent, pour masquer son empoisonnement lent d'Élise via des pilules trafiquées. Elle n'était pas complice, elle était prisonnière. La révélation m'a terrassé. Ma vengeance? Un fratricide aveugle, tuant l'amour que j'avais juré de protéger. Victor, sentant ma détresse, m'a tendu un dessin, un bonhomme avec un grand cœur rouge. Papa pas triste. Le choix, me rendre, affronter le tribunal pour un procès cathartique, ou disparaître pour toujours. Les débats moraux me hantaient, héros ou assassin, victime ou bourreau. En France, terre de nuances, on pardonnerait peut-être amnistie pour circonstances atténuantes, comme pour les collabos d'après-guerre. Ou pas, perpétuité, avec Victor élevé par l'État. J'ai opté pour l'ambiguïté, celle de la vie française. Une lettre à Leclerc, l'enfant est sauf. La vérité est dans la boîte. Juge-moi si tu oses. Puis, embarcation pour l'Algérie, ironie, retour aux racines coloniales de ma famille. À Alger, sous les palmiers du front de mer, Victor grandit bilingue, apprenant l'arabe et le français, ignorant les ombres de Paris. Était-ce un happy end? Biquet. Les lecteurs choisiront. Certains verront la rédemption d'un homme brisé par la trahison. D'autres, un cycle de violence justifiant la peine de mort abolie. Moi, Antoine Duval, ou Ravière, ou qui que je sois, je regarde la mer et je murmure à Élise. Prime de départ acceptée. Mais le voyage continue. Paris s'éloigne, mais son poison coule en moi. Fin ou prélude à une suite.